Alors, donc bonjour à tous et à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire de présentation de la méthodologie Lifts Accounting Model ce midi. Hop. Alors, avant de commencer la présentation, donc l'objectif de ce webinaire est de vous présenter en fait la méthodologie Lifts Accounting Model qui a été développée par la chaire Performance Globale Multicapitaux d'Audencia, ainsi que les travaux qui y sont liés. Donc, je vous remercierai par avance de bien couper vos micros et vos caméras durant la présentation qui est enregistrée, donc pour ne pas qu'il y ait de problèmes sonores. Et également, pour information, nous aurons un temps d'échange qui sera prévu à la fin de cette présentation pour répondre à vos questions que vous pouvez noter dans le chat du Teams durant la présentation. Alors, concernant ce webinaire, j'ai prévu de vous présenter les différents éléments sous 5 temps. Je vais d'abord revenir rapidement sur la chaire qui est à l'origine de la méthodologie multicapitaux que je vais vous présenter. Dans un deuxième temps, je vais vous présenter donc, les grands principes du Lifts Accounting Model. Puis, je vous présenterai un peu plus en détail les dessous de la méthodologie du Lifts Accounting Model. Je vous parlerai également de l'expérimentation qui a été faite avec 3 PME de cette méthodologie-là. Et ensuite, je reviendrai sur les différents travaux qui sont en cours au sein de la chaire concernant cette méthodologie et les éléments sur lesquels nous travaillons qui sont à venir. Alors, tout d'abord, la chaire qui est à l'origine de cette méthodologie. L'équipe de la chaire est celle-ci. La chaire Performance Globale Multicapitaux d'Audencia, elle a été lancée par la professeure Delphine Gibassier. Et donc, nous avons un certain nombre de personnes au sein de cette équipe, à la fois des enseignants-chercheurs, des professionnels, des doctorants et autres profils. Moi, je vous présente aujourd'hui ce webinaire. Je suis actuellement doctorante en deuxième année au sein de l'Université de Nantes avec le laboratoire LEMNA. Et donc, je travaille à Audencia au sein de la chaire Performance Globale Multicapitaux. J'ai été en charge de l'expérimentation de la méthodologie au sein de PME. Et je développe également des outils donc en continuation, en continuation avec cette expérimentation avec les PME. Donc, je développe des outils pour les PME. Voilà. Et auparavant, j'étais en comptabilité, en audit financier. Alors, la chaire de Densia, elle a 3 missions principales. Une première mission qui est de transformer la comptabilité de demain. Donc, c'est pour cela, en fait, que l'on travaille sur une méthodologie de comptabilité multicapitaux pour apporter, en fait, une réponse à un besoin croissant de transformation de la comptabilité qui, aujourd'hui, ne permet plus de représenter une performance globale de l'entreprise. Une deuxième mission est d'accompagner les professionnels du chiffre dans cette transformation, donc par le biais de formations, d'études, etc. Et également de participer à la standardisation et à l'harmonisation des normes comptables à ce sujet-là. Donc, comme je vous l'ai dit, on est une équipe assez hybride où on va avoir à la fois des chercheurs et des professionnels. Donc, moi, ancienne professionnelle et désormais chercheur. Voilà, on a des enseignants-chercheurs, des personnes qui proviennent de profils assez variés, à la fois comptables et ingénieurs. Ce qui nous permet de pouvoir
voilà, travailler sur cette problématique de comptabilité multicapitaux qui va allier à la fois des problématiques comptables et des problématiques plus scientifiques. L'idée de notre travail, c'est de réaliser donc une recherche-intervention pour aboutir à, voilà, à des solutions qui seront, voilà, qui sont pour le bien commun. Donc de travailler en lien avec les entreprises. On a notamment donc un comité d'experts voilà, qui revoit nos travaux et également des partenaires qui sont reconnus dans la profession du chiffre, que vous verrez dans la slide suivante. On a eu donc une première année donc d'existence de cette chaire où on a donc commencé à concevoir une méthodologie de comptabilité multicapitaux qui a été donc expérimentée au sein de 3 PME pilotes pour valider le système de calcul conçu. Également, on est en train d'expérimenter cette méthodologie au sein de grands mécènes de la chaire. Et donc, comme je vous le disais, on développe des outils pour les PME. Je reviendrai sur ces sujets-là par la suite. Les partenaires de la chaire, donc on a des partenaires fondateurs qui sont L'Oréal, Danone et PwC. Et on a également d'autres partenaires donc, qui sont l'IFACI, donc l'Institut de l'audit et du contrôle interne, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, le groupe Invivo et Datamaran. Donc ça, c'était voilà, un peu un aperçu de la chaire qui est à l'origine de la réalisation de la méthodologie multicapitaux. Donc maintenant, pour venir vraiment sur cette méthodologie-là, donc le Lift Accounting Model, c'est donc une comptabilité multicapitaux transformative. Donc tout d'abord, juste pour revenir sur les grands principes de ce modèle. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à une comptabilité multicapitaux? Donc la comptabilité multicapitaux, pour nous, est une solution pour aider les entreprises à se transformer en interne pour devenir plus soutenables. Et pour cela, ça va passer par plusieurs étapes. Une première étape où l'entreprise, donc, grâce à cette comptabilité, va pouvoir repenser son modèle d'affaires et donc transformer son modèle d'affaires pour gagner en soutenabilité. Cette comptabilité doit également permettre à l'entreprise de se fixer des objectifs sociaux et environnementaux en lien avec les connaissances scientifiques actuelles. Également, elle doit lui permettre de piloter ses activités à l'aide d'indicateurs de performance globale. Donc, performance globale, ça inclut la performance financière ou économique, la performance environnementale et la performance sociale. Également, elle doit lui permettre de piloter également les activités des acteurs de toute sa chaîne de valeur, que ce soit en amont ou en aval, pour lui permettre en fait de savoir où agir pour réduire ses impacts environnementaux et sociaux et également pouvoir communiquer ses résultats et atteindre une performance globale souhaitée. Donc, ce que nous voulions, c'était un outil qui puisse donc aider les entreprises à se transformer en interne pour devenir plus soutenables. Pour cela, on s'intéressait à trois grandes notions. Donc, tout d'abord, on voulait avoir le cadre des limites planétaires et des fondations sociales, sur lesquelles je vais revenir par la suite. Voilà, qui était pour nous un cadre intéressant de développement des entreprises, voilà, pour être soutenable. Également, on s'intéressait à la comptabilité générale comme un langage universel qui peut être utilisé par toute entreprise. Et également, on souhaitait prendre en compte une responsabilité étendue des entreprises, donc que ça ne se limite pas aux activités propres ou directes de l'entreprise, mais que ça prenne en compte l'intégralité de sa chaîne de valeur. Également, pour nous, il est
indispensable de pouvoir repenser l'aspect économique. Pour nous, en fait, donc alors le schéma que vous voyez ici, ça reprend un schéma de René Passé qui, en fait, considère l'économie comme inclus et limitée par la société et la société comme inclus et limitée par son environnement. Donc, si on souhaite que les limites planétaires et les fondations sociales soient respectées, il est indispensable de pouvoir repenser la performance économique, qui est donc limitée par ses limites planétaires et ses fondations sociales. Donc, l'idée de cette méthodologie, c'est de retravailler les 3 capitaux, donc naturel, social et économique, pour inscrire l'organisation dans un système socio-environnemental durable. La méthodologie en quelques points. Donc, la méthodologie LIFT, ça signifie Limits and Foundations Towards Sustainability Accounting Model. Donc, c'est un modèle de comptabilité donc adapté aux limites planétaires et aux fondations sociales. Donc, c'est tout d'abord une comptabilité qui va être basée sur des flux physiques ou des flux quantitatifs. C'est-à-dire qu'on va avoir des écritures comptables, enfin un système en fait d'écriture comptable avec du débit et du crédit qui vient cumuler des données quantitatives ou physiques sur des indicateurs préalablement définis environnementaux et sociaux. Donc cette comptabilité avec ce système de débit-crédit va être parallèle à la comptabilité générale. Donc c'est pas ces débits-crédits ne sont pas inclus dans la comptabilité générale, mais en fait ils sont calculés à partir de données physiques intégrées dans la comptabilité générale. Donc l'idée c'est qu'on va associer des données physiques ou des données quantitatives aux écritures financières qui sont dans la comptabilité générale. Cela va nous permettre notamment de faciliter le contrôle des informations pour avoir une sorte de piste d'audit qui reprend un peu ce qui existe déjà dans la comptabilité générale. On va avoir donc, comme je vous l'ai dit, une responsabilité étendue. Donc on souhaite que la performance d'une entreprise inclue la performance de sa chaîne de valeur, des fournisseurs aux clients finaux, pour que l'entreprise puisse se transformer en, par exemple, changeant de fournisseur ou en modifiant les produits ou services qu'elle va vendre. On souhaite que ce modèle permette aux entreprises de devenir soutenables. Pour cela, on a souhaité qu'il n'y ait pas de substitution entre les différents capitaux, c'est-à-dire que le fait que l'entreprise soit socialement performante ne peut pas compenser le fait qu'elle manque de performance sur l'environnemental, par exemple. Et également, on n'a pas de compensation des impacts négatifs par des impacts positifs. L'idée ici de ce modèle, c'est vraiment d'apporter à l'entreprise une information sur comment est-ce qu'elle participe à une dégradation ou non des capitaux sociaux et environnementaux. On a ensuite donc le cadre des limites planétaires et des fondations sociales. Donc les limites planétaires et les fondations sociales, elles ont été donc conceptualisées sous forme de donuts par l'économiste Kate Raworth en 2012. En fait, ça reprend les limites planétaires qui ont été définies par le Centre de résilience de Stockholm. Ces limites planétaires sont des limites scientifiquement établies qui, si elles sont dépassées, peuvent remettre en cause la stabilité du système planétaire duquel nous dépendons. Donc, il y en a 9. Et les fondations sociales, donc ça reprend en fait les fondamentaux, les besoins de toute personne donc définis par les Nations Unies. On va avoir 12 fondations sociales, telles que l'accès à l'eau, à l'alimentation, etc.
Donc ça, c'est le cadre de cette méthodologie. Et enfin, l'idée de cette méthodologie, si on utilise une comptabilité basée sur des flux physiques, c'est tout d'abord pour un besoin de transparence dans la méthodologie qui est utilisée, mais également pour avoir la possibilité de convertir ces flux en d'autres unités qui peuvent être monétaires, non monétaires, pour pouvoir permettre une compréhension par une plus grande diversité d'acteurs. Donc, l'idée, c'est d'être dans le contexte du donut de Kate Raworth, donc, que vous voyez ici, qui vient en fait définir des budgets, on va dire des budgets mondiaux, dans le sens où voilà, c'est des limites planétaires à ne pas dépasser ou des fondations sociales minimales à atteindre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traduire ces limites et ces fondations au niveau de l'entreprise avec un indicateur physique qu'on aura prédéfini. Et donc, découper en fait ce budget planétaire en budget pour l'entreprise pour pouvoir allouer à l'entreprise un budget pour chaque limite et chaque fondation. L'idée, enfin l'objectif étant que pour qu'une entreprise soit soutenable, elle doit chercher à rester dans le donut. Donc, comme le montre cette petite illustration d'un enseignant-chercheur de la chaire, voilà, l'idée en fait, c'est non pas d'atteindre ni le centre ni les extérieurs, mais bien le donut en question. Alors, la mécanique qu'il y a derrière la méthodologie LIFT, donc tout d'abord, pour l'aspect responsabilité étendue, on va découper en fait, on va avoir un découpage en différents périmètres. On va avoir tout d'abord le périmètre opération qui va représenter donc les opérations directes ou propres ou contrôlées par l'entreprise. On va ensuite avoir le périmètre supply chain, donc qui va comprendre l'amont et l'aval des fournisseurs et prestataires de l'entreprise. On va ensuite avoir le périmètre produits et services qui, lui, va comprendre en fait l'impact des produits et services vendus par l'entreprise sur les différentes limites et fondations. Et ensuite, le périmètre société qui va comprendre en fait les impacts qui n'auront pas été inclus, enfin qui n'auront pas été pris en compte dans les autres périmètres précédents. Voilà, qui sont des impacts un peu plus généraux sur la société. Et donc l'idée en fait, c'est d'avoir donc également en transversal de tous ces périmètres la notion en fait donc de business model où donc on va avoir cette, voilà, cette réflexion importante donc selon les impacts qui auront été identifiés, de savoir comment est-ce que l'entreprise peut transformer son business model pour réussir à diminuer son impact sur les capitaux environnementaux et sociaux. On va avoir un schéma d'écriture comptable donc pour la comptabilité qui est parallèle à la comptabilité financière. Donc, c'est une comptabilité que je vais appeler non financière dans cette présentation. Pour cette comptabilité, on va avoir donc tout d'abord, on a dit un budget qui va être alloué à l'entreprise. Donc, cette budget, on va avoir une écriture donc d'enregistrement du budget. Ce budget va être affecté à un stock ou un actif. Donc, si c'est une limite planétaire à l'actif, si c'est une limite planétaire à ne pas dépasser, et il va être affecté à une dette au passif si c'est une fondation sociale à respecter. Donc, c'est un enregistrement comptable extra-financier qu'on va avoir selon les différents périmètres. Donc, on a cette première écriture qui vient enregistrer un stock ou une dette. Et ensuite, grâce aux écritures de la comptabilité générale, on va avoir un suivi de la consommation réelle de ces budgets par les données quantitatives ou physiques qui auront été suivies et qui vont générer des écritures comptables dans notre comptabilité non financière
qui vont venir en fait diminuer le stock, donc dans le cadre d'une limite planétaire à ne pas dépasser, ou qui vont diminuer la dette si c'est une fondation sociale à respecter, avec des écritures en charge et en produit. Donc je vais vous détailler, enfin je vais vous montrer un exemple, ensuite ce sera sûrement un peu plus clair. Et donc, l'idée, c'est que à partir du moment, donc si on est dans une limite planétaire à ne pas dépasser, à partir du moment où l'entreprise va dépasser cette limite, donc elle va consommer l'intégralité de son stock, elle va commencer à s'endetter pour le dépassement qu'elle aura réalisé. Et à l'inverse, si l'entreprise n'aura pas respecté sa... Enfin, si elle a respecté sa limite planétaire, il va lui rester du stock. Et dans le cas d'une fondation sociale, si elle n'a pas respecté la fondation sociale, ça veut dire qu'elle n'aura pas complètement diminué sa dette et donc elle sera également endettée. Donc l'idée, c'est que l'entreprise montre un endettement dès lors qu'elle ne respecte pas les limites planétaires ou les fondations sociales. Chaque limite et fondation est donc mesurée par un indicateur physique propre qui va avoir son bilan et son compte de résultat. Et ses notes annexes. Et donc, comme je vous l'ai dit, il va y avoir la possibilité de convertir ces données physiques en données financières ou non financières autres. Donc, notre source d'information principale ou qui vont nous générer des écritures non financières, ça va être les écritures de la comptabilité non générale, de la comptabilité générale, pardon. Donc, on va avoir dans cette comptabilité générale un certain nombre d'écritures comptables qui ont un impact sur les capitaux environnementaux et sociaux. Donc, c'est ces écritures qui vont nous aider à réaliser notre comptabilité non financière. On a également, bien sûr, un certain nombre d'écritures comptables qui n'ont pas d'impact. Donc, ces écritures-là, elles vont rester en fait pour nous permettre de garder un contrôle, enfin une piste d'audit que je vais vous détailler par la suite, mais qui ne vont pas générer d'écriture physique dans notre comptabilité non financière. Et on va enfin avoir des impacts qui vont nous manquer dans les écritures comptables et qui seront donc ajoutés extra-comptablement pour notre comptabilité non financière. L'idée de la piste d'audit, donc de se baser sur ces écritures de comptabilité générale, c'est de pouvoir en fait garder, donc de tracer un certain nombre de nos écritures non financières avec des écritures comptables qui, elles, ont toutes des pièces justificatives. Le fait de garder toutes les écritures de la comptabilité nous permet de tracer tout au long du process de comptabilité multicapitaux le résultat net comptable pour s'assurer donc qu'on a bien repris toutes les activités de l'entreprise à reprendre et également, on va analyser ce qui va tomber dans les écritures sans impact pour s'assurer qu'il n'y a pas des éléments matériels qui auraient dû être repris, qui n'auraient pas encore été repris. Et également, donc ça c'est plus le contrôle des informations financières qui nous servent pour la comptabilité multicapitaux. On va également avoir un contrôle des informations non financières qui auront été intégrées à la comptabilité. Donc, toujours pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'erreur dans l'intégration des informations. Donc, on va avoir plusieurs unités de restitution possibles. Donc, la première unité de restitution donc, est l'unité physique en lien avec l'indicateur qui aura été choisi, bien sûr. Mais donc, elle peut être convertie en unité monétaire si l'on détaille la conversion utilisée. Et également d'autres unités non monétaires selon le format de restitution qui serait choisi. Également, il y a la possibilité de présenter visuellement la performance globale qui aura été déterminée. Donc ici, c'est un exemple qui est repris des études de cas d'une des PME avec lesquelles on a travaillé. En fait, on reprend les différentes limites planétaires et les fondations sociales et on va indiquer par un petit indicateur qui est la petite cible. Si on se trouve bien dans le donut, et dans ce cas-là, c'est bien.
c'est vert, et ou bien si on se trouve au-delà du donut, que ce soit du côté des limites planétaires ou des fondations sociales, et dans ce cas-là, il y a une piste d'amélioration possible. Donc ça, c'était les grands principes de la méthodologie LIFT. Maintenant, je vais vous détailler un petit peu comment elle se déroule avec l'illustration de la limite planétaire du changement climatique, qui est donc une des limites planétaires à ne pas dépasser. Donc la méthodologie LIFT, elle va se réaliser en 3 étapes. Il y a une première étape en fait de prise de connaissance de l'entreprise pour pouvoir définir un certain nombre de périmètres d'études. Ensuite, on va avoir l'étape de comptabilité non financière pure. Donc ça va être tous les éléments qu'on va réaliser pour arriver à notre comptabilité non financière. Et ensuite, on va avoir une étape de restitution des résultats où là, on voit un peu ce que ça peut donner en termes de présentation. Dans un premier temps, donc, analyse du business model. On va avoir donc une première étape assez importante de prise de connaissance de l'entreprise. Donc, ça va passer par le biais de réalisation d'entretiens avec donc le management, la direction, les différents services spécialisés, que ce soit les ressources humaines, le contrôle de gestion, etc., pour essayer de comprendre déjà les informations financières et non financières qui sont disponibles dans l'entreprise, et savoir notamment quels seront les premiers indicateurs sur lesquels on va réaliser la comptabilité multicapitaux. Donc là, par exemple, je prends l'exemple du changement climatique. Donc on imagine que par le biais d'entretien avec la direction, c'est la première limite, donc par exemple celle qui est la plus matérielle pour l'entreprise et pour lequel la direction souhaite démarrer la comptabilité multicapitaux. Une fois qu'on a réalisé cette analyse, on va passer à la comptabilité non financière, donc qui est l'étape la plus importante. Donc on va avoir 3 sous-étapes. Une première sous-étape de préparation des informations, une deuxième étape de traitement des informations et une dernière étape d'intégration au système de calcul. Donc pour la première étape, on va avoir tout d'abord la nécessité donc de définir les périmètres qu'on va étudier. Donc on va tout d'abord s'intéresser au périmètre juridique étudié. Donc est-ce qu'on va est-ce qu'on va établir la comptabilité multicapitaux sur une entité seule ou bien sur un ensemble d'entités? Généralement, on va essayer de se calquer à une entité juridique qui va posséder des données comptables propres pour pouvoir se baser sur un fichier d'écriture comptable ou un grand livre de cette entité. Ensuite, on va avoir un périmètre temporel également à étudier, savoir sur quelle période est-ce qu'on va réaliser la comptabilité multicapitaux. Alors cette période peut être variable. Pour les expérimentations, on s'était calqué à un exercice comptable pour pouvoir reprendre justement et partir du fichier des écritures comptables. Mais ça peut également partir d'un grand livre mensuel ou hebdomadaire, ou voilà. Ça peut être d'autres périodes comptables. Et enfin, on va également définir le périmètre de responsabilité. Donc là, ça veut dire sur la limite étudiée, définir en fait quelles vont être les activités qui vont concerner les différents périmètres. Donc par exemple, pour l'exemple du changement climatique, le périmètre opération va se limiter en fait aux émissions directes de l'entreprise, donc des émissions l'indicateur pour le changement climatique sont les émissions de CO2 équivalent. Donc pour le périmètre opération, ça va être ces émissions directes.
Pour le périmètre supply chain, ça va être ses émissions indirectes par le biais de ses achats à ses différents fournisseurs ou prestataires. Et on va avoir le périmètre produits et services qui va lui comprendre l'impact des produits et services vendus sur la limite en question. Donc ça va être par exemple l'usage et la fin de vie des produits vendus pour le changement climatique. Alors ça reprend donc les périmètres dont je viens vous parler. Donc sachant que la méthodologie utilisée pour cette comptabilité, c'est la méthodologie bilan carbone. Parce que donc c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais pour la méthodologie LIFT, en fait, l'idée c'est pour chaque limite et fondation d'essayer de se baser sur des référentiels ou des méthodologies qui font le plus de consensus à l'international. Donc dans le cadre du du changement climatique, par exemple, c'est la méthodologie du bilan carbone ou du GHG protocole qui font voilà, le plus de consensus pour les comptabilisations d'émissions de CO2. Donc, c'est cette méthodologie qu'on a choisie pour faire la comptabilité du changement climatique. Cette méthodologie, elle prend en compte 3 différents scopes. Le scope 1, qui sont les émissions directes liées à la combustion, le scope 2, qui sont les émissions indirectes liées à la consommation d'énergie, et le scope 3, qui sont les émissions... Ah, hop, il y a un problème de partage. Pardon, je reviens. Hop. Est-ce que vous... Alors, je ne sais pas à partir de quand ça s'est arrêté, mais Oui, c'est bon. c'est bon? Ok, merci. C'était très rapide. Bon, ça va. Donc, je disais oui, donc, et le scope 3 qui va comprendre toutes les autres émissions indirectes. Donc, nous n'avons pas repris ces différents périmètres, mais on les a adaptés à nos périmètres que nous avons définis dans la méthodologie. Donc, dans la partie opération, on va comprendre le scope 1, le scope 2, ainsi que le scope 3 qui correspond aux activités de l'entreprise. Donc, ça va être les acquisitions d'immobilisation, les déplacements des salariés, etc. Et on va avoir dans la partie supply chain, donc les éléments d'achat aux fournisseurs et prestataires qui font partie du scope 3. Et la partie scope 3, usage et fin de vie, va lui être attribuée au périmètre produits et services. Une fois qu'on a défini ces périmètres, il est important donc de définir le budget qui va être alloué à l'entreprise. Pour la méthodologie donc, du changement climatique, on a tout d'abord utilisé les Science-Based Targets pour définir donc, le budget alloué à l'entreprise. Donc les Science-Based Targets, ils donnent à disposition un outil qui va définir en fait une trajectoire d'émissions à atteindre si on veut respecter un objectif de réduction de ces émissions selon une année de base et des émissions de base pour une entreprise, tout secteur confondu. Donc dans l'illustration suivante, on imagine donc que l'objectif est d'atteindre une réduction qui permet de respecter les accords de Paris qui sont d'atteindre voilà, 1,5 degré de réduction. On va utiliser la méthodologie d'approche de contraction absolue, qui est celle qui est recommandée dans les Science-Based Targets, qui donc estime que la réduction doit être la même pour toute entreprise. On va avoir donc une année de base, par exemple 2019, où la méthodologie bilan carbone a comptabilisé 5000 tonnes d'émissions de CO2 équivalent pour tous les scopes pour l'entreprise en question. On va définir une année cible, par exemple 2035, comme c'est recommandé dans les Science-Based Targets. Et en fait, l'outil des Science-Based Targets va nous déterminer un budget pour chaque année jusqu'en 2035 pour atteindre la réduction souhaitée
Donc ici, par exemple, les Science-Based Targets donneraient pour 2020 un budget de 4 790 tonnes de CO2. Sachant que, alors ça c'est, on s'était posé la question au départ de prendre en compte directement le budget final de 2035 ou un budget progressif comme indiqué par Science-Based Targets. Donc on est parti pour avoir un budget progressif, donc de d'abord voilà, pour 2020 prendre en compte le budget 2020 et non pas le budget 2035 qui pourrait générer voilà, beaucoup de frustration de la part des entreprises qui, notamment celles avec lesquelles on a travaillé, qui font déjà beaucoup d'efforts, mais pour lesquelles la marche est quand même beaucoup plus importante si on essaye d'atteindre directement le budget de 2035 que si on prenait le budget de 2020. Donc pour 2020, on prend le budget 2020 défini par les Science-Based Targets selon les hypothèses dont je vous ai parlé. Et ensuite, donc, on va collecter un certain nombre de données initiales dont on a besoin pour réaliser la comptabilité non financière, notamment le fichier des écritures comptables ou le grand livre général. On va s'assurer que les extractions sont bonnes, que ça cadre bien avec, les, voilà, les états non financiers de l'année, par exemple. On va également contrôler les données non financières qui ont pu être collectées pour la comptabilité non financière. Et également, on va commencer à analyser le plan comptable général utilisé pour pouvoir commencer à faire nos associations pour l'utilisation du modèle Swaccess. Donc, deuxième étape, traitement des documents. Donc, pour cela, je voulais d'abord vous montrer ce premier schéma. Donc, c'est un schéma en fait qui récapitule un peu le flux des données qu'on a réalisé sous Access. Donc, Access qui a été le premier outil utilisé pour l'expérimentation avec les PME. Donc, on a les deux premières lignes, c'est vraiment le traitement et la préparation des données. Et les deux dernières lignes, c'est un peu ce qui va se passer en termes de comptabilité non financière sous Access. Donc, la première étape, ça va être, donc, comme je vous l'ai dit, donc, de récupérer le grand livre comptable général, de s'assurer qu'il cadre bien avec le résultat net comptable, par exemple. Et on va donc analyser le plan comptable général et commencer à catégoriser les différentes écritures à des activités particulières. Donc, par exemple, on va reprendre donc toutes les écritures comptables qui vont impacter des comptes du compte de résultat, donc des comptes de charges et de produits, et on va les associer à des flux d'activités particuliers dont on va avoir besoin pour la comptabilité du changement climatique. Donc, par exemple, tous les comptes d'achat d'énergie, on va les associer avec une catégorie d'activités d'achat d'énergie, les achats de matières également, etc. Donc, on va catégoriser les différents flux d'activités pour pouvoir les associer à des périmètres particuliers pour notre comptabilité non financière. On va également avoir un certain nombre de comptes qui ne vont pas avoir d'impact sur le changement climatique. Donc, on va laisser de côté et qu'on va garder uniquement pour l'aspect piste d'audit. On va également ajouter, donc on va avoir donc dans le grand livre général les écritures de vente, d'achat de matière, d'achat d'électricité, de déplacement, voilà, toutes les catégories du bilan carbone. Et on va également étendre ce plan de compte pour les quelques activités qui n'apparaissent pas dans le grand livre comptable. Ça va être par exemple les déplacements domicile-travail des salariés ou les déplacements des visiteurs. Donc, c'est des choses qu'on va ajouter extra-comptablement dans les informations à inclure dans Access. Une fois qu'on a donc réalisé cette catégorisation du grand livre comptable et qu'on a rajouté les informations dont on avait besoin en plus, on va
ajouter aux différentes écritures les données physiques dont on a besoin pour faire nos calculs d'émissions de CO2 équivalent. Donc, on va rajouter par exemple les quantités de kilowattheures consommées, les quantités d'ordinateurs achetés, etc. Donc, toutes les quantités, les kilomètres parcourus, toutes les quantités dont on va avoir besoin sur chacune des écritures comptables qui vont servir de base à notre comptabilité non financière. On y ajoute également tous les facteurs d'émission dont on a besoin, comme c'est défini dans la méthodologie bilan carbone, pour pouvoir convertir les quantités en émissions de CO2 équivalent. Et on a également la possibilité d'ajouter donc des données génériques. Donc les données génériques, c'est notamment les facteurs d'émission, et des données externes des partenaires. Donc, par exemple, si on a des informations sur donc des fournisseurs particuliers, certains prestataires, on va pouvoir rajouter ces informations sur les écritures en question. Donc pour avoir toutes les données nécessaires à notre comptabilité non financière au sein d'un même grand livre qui sera complété de toutes ces informations. Une fois qu'on a préparé toutes ces informations, on va pouvoir les intégrer dans Access. Donc, une fois qu'on va intégrer ces informations dans Access, donc il va y avoir des requêtes qui vont diviser, par exemple, en fait, qui vont répartir toutes les écritures comptables enrichies d'informations dans différentes tables de données d'activité. Donc, il va y avoir une table de données d'activité pour l'énergie, une table de données d'activité pour les déplacements, une table de données d'activité pour les achats de matières, etc. Il va également y avoir une table des écritures sans impact qu'on va conserver. On va les conserver tout d'abord pour s'assurer, pour pouvoir continuer à contrôler le résultat net dans son ensemble, vu qu'on reprend toutes les écritures de compte de résultat. Et on va également les garder pour avoir pour analyser en fait cette table d'écriture et s'assurer qu'il n'y a pas des activités qui seraient tombées dans cette table, mais qui seraient matérielles et à inclure et à reclasser en fait dans les tables de données d'activité. Voilà, un peu un contrôle d'exhaustivité des informations qui sont reprises. Et donc, bien sûr, il y a également les écritures ajoutées extra-comptablement qui vont aussi avoir leur table de données d'activité propre. Une fois qu'on a réalisé cela, donc Access va directement générer des journaux extra-financiers ou non financiers. Donc en fait, à chaque table de données d'activité, il y a un journal d'activité qui est associé, qui vient en fait faire les écritures de débit-crédit de tonnes d'émissions de CO2 équivalent à comptabiliser. Donc par exemple, si on prend la table de données d'activité énergie, on a dans cette table de données d'activité des informations sur les quantités consommées, sur le facteur d'émission à utiliser. Et donc, le journal d'activité va venir donc multiplier les quantités consommées au facteur d'émission, ce qui va donner un montant de CO2 équivalent à comptabiliser. Il va venir le débiter dans un compte de charge et créditer un compte de dette dans notre comptabilité non financière. Ce compte de charge et ce compte de dette va permettre de prendre en compte la consommation du stock initial qui correspond au budget qui a été alloué au début de l'exercice. On a toujours les écritures sans impact qui sont là pour s'assurer que le résultat net, qu'on a toujours le total des écritures du compte de résultat, s'assurer qu'il n'y a pas eu d'erreur dans les manipulations de données. Et à la fin, on va en fait avoir une requête qui vient cumuler tous ces journaux d'activité pour avoir un journal global qui va reprendre toutes les lignes de transactions qui auront été comptabilisées avec donc l'écriture du budget initial, les écritures de consommation et une écriture d'inventaire final. Et on peut toujours contrôler qu'on a bien le résultat net comptable initial à la fin également.
Donc ici, je vous présente un peu un schéma, un récapitulatif des écritures non financières qui apparaissent dans notre comptabilité multicapitaux. Donc on a une première écriture de budget initial qui est donc affectée à un stock. On utilise un compte de subvention pour étaler le produit du budget sur l'année. Donc, on a nos fameux 4790 qui ont été définis initialement avec les Science-Based Targets. Au fil de l'année et donc des consommations de ce budget, on va avoir des écritures d'émissions réelles, donc qui seront à chaque fois comptabilisées en charge et en dette. Donc là, on imagine que l'entreprise a finalement émis 6000 tonnes de CO2 équivalent sur l'année. Donc, on va avoir une écriture finale qui vient en fait donc compenser la dette et le stock pour pouvoir reconnaître une dette finale qui correspond à la différence entre les émissions réelles et le budget qui avait été alloué initialement. On va donc ici avoir 1210 tonnes de CO2 de dette qui correspond au résultat final de cet exercice comptable. Et au fur et à mesure des émissions, on va suivre également les scopes 1, 2 et 3 du bilan carbone, ainsi que les différents périmètres de notre méthodologie, donc opérations, supply chain, produits et services. Donc ce journal global nous permet de réaliser des états non financiers qui peuvent être représentés ainsi. Donc on va avoir un compte de résultat du changement climatique, donc qui vient indiquer en produit le budget alloué à l'entreprise de 4790 tonnes de CO2 équivalent et la consommation de ce budget par l'entreprise au cours de l'année, donc par le biais de ses opérations, de sa chaîne d'approvisionnement ou des services vendus, qui vont être, donc ici par exemple, c'est donc 3500 tonnes de CO2 émis par ses opérations propres, 1500 tonnes de CO2 équivalent émis par sa chaîne d'approvisionnement et 1000 tonnes de CO2 équivalent par ses ventes. Donc on va avoir des charges pour 6000 tonnes de CO2 équivalent qui, donc avec le budget alloué initialement, génère un résultat net de CO2 équivalent de moins 1210 tonnes de CO2 équivalent qu'on retrouve dans son bilan avec donc une dette équivalente à 1210 tonnes de CO2 équivalent. Il est important également d'associer à ces états non financiers des notes annexes. Donc, comme c'est le cas en comptabilité générale, on va avoir des notes annexes qui viennent expliquer en détail la méthodologie qui a été utilisée pour comptabiliser les émissions de carbone, la justification du budget calculé, l'explication des résultats obtenus, et également une présentation visuelle ou en d'autres unités possibles. L'idée, c'est d'être le plus transparent possible sur les hypothèses qui auront pu être utilisées dans ces états non financiers. Voilà, que les lecteurs de cette information aient toutes les informations à connaître pour pouvoir comprendre cette performance de l'entreprise. Donc, on va pouvoir, par exemple, monétariser ces états-là. Donc, par exemple, imaginons si on prend une valeur du carbone de 100 € par tonne de CO2 équivalent, on pourrait imaginer que l'entreprise s'endette fictivement de 121 000 € pour l'année 2020. Et donc, bien sûr, le calcul s'intègre ensuite dans cette présentation visuelle qui reprend les différents indicateurs qui auront été calculés pour l'entreprise en question. Donc, toutes ces étapes-là, c'est vraiment tout ce qui a été suivi pour l'expérimentation qui a été fait sur 3 PME pilotes. Ces 3 PME sont Yever, Nepsen et Bateau. Donc c'est des entreprises déjà plutôt engagées dans le développement durable qui souhaitaient qui étaient intéressées par cette méthodologie de comptabilité multicapitaux et qui souhaitaient pouvoir l'appliquer à leur entreprise. Donc il y avait tout d'abord Yever, c'est un cabinet de conseil birman
qui sont très impliqués dans le développement durable du Myanmar et voilà, qui ont pour objectif, pour mission d'aider les entreprises birmanes à devenir plus performantes. Et donc ils sont également très engagés dans le bien-être de leurs salariés. Donc, c'est important pour eux de pouvoir connaître un peu les indicateurs à suivre en ce sens. Également, on a eu donc Nepsen, qui était un groupe, maintenant c'est une entreprise à mission qui aide leurs clients à réduire leur consommation d'énergie. Donc, ils sont impliqués dans la transition écologique, ils réalisent également des bilans carbone. Donc voilà, eux, ils avaient un vrai besoin de, de mettre en place cette comptabilité-là pour pouvoir gagner en cohérence avec la, la mission de cette entreprise. Et on avait enfin Bateau, qui est une entreprise nantaise qui recycle des anciens bateaux de plaisance pour en faire des hébergements insolites. Donc, ils sont directement impliqués dans l'économie circulaire et tentent par cette mission-là de répondre à un besoin une absence en fait de possibilité de recyclage des anciens bateaux de plaisance. Donc voilà, ils sont également très impliqués dans la réinsertion professionnelle. Et donc, c'est avec ces 3 PME que j'ai travaillé l'an dernier pour appliquer la méthodologie qu'on a développée à ces entités-là. Et donc, on a suivi toutes les étapes que j'ai pu vous présenter par ailleurs. Donc, ça a été 6 mois d'expérimentation où on a fait donc un certain nombre d'entretiens avec ces entreprises pour essayer de comprendre leurs activités, définir les indicateurs pertinents à suivre. On a collecté également un certain nombre de données financières et extra-financières pour pouvoir réaliser notre comptabilité multicapitaux. Et donc, on a également conçu le modèle de comptabilité sous Access. Donc, c'est Abdelhabaïd qui a réalisé qui était stagiaire chez nous l'année dernière, qui a réalisé cette comptabilité multicapitaux sous Access, qui nous a permis donc de pouvoir tester avec des informations d'entreprise voilà, la réalisation de cette comptabilité. Hop. Donc, alors les études de cas sont disponibles sur le site de la chaire pour information, si vous voulez regarder un peu plus en détail ce qui a été fait, les hypothèses utilisées, etc. Donc, dans le cadre des 3 entreprises, on a étudié les entités juridiques à chaque fois. Donc, Nepsen, à l'époque, était un groupe. Donc, on a réalisé la comptabilité sur les entités du groupe avec une sorte de consolidation à la fin pour pouvoir avoir un total pour Nepsen. On a fait cette comptabilité sur 3 limites et fondations, donc le changement climatique, le revenu et travail et la formation, qui étaient les indicateurs les plus pertinents et pour lesquels on avait le plus de données pour cette comptabilité multicapitaux. On a donc collecté un certain nombre de données auprès d'eux, donc leurs écritures comptables pour réaliser un peu la base de notre comptabilité, les empreintes carbone lorsqu'elles étaient connues, les salaires, les données de formation, etc. pour pouvoir réaliser notre comptabilité multicapitaux. On a fait cette association de quantité physique aux écritures comptables et on a inclus le tout sous Access pour tester le modèle conçu. Et donc, ça nous a donné à la fin des états non financiers, comme je vous l'ai montré, avec également un prototype de visualisation de la performance globale. Cette expérimentation a eu un certain nombre de contributions. Donc, tout d'abord, le principal, voilà, ce qu'on souhaitait avec cette expérimentation à la base, c'était de savoir si il était possible de suivre des flux physiques dans la comptabilité sur différents indicateurs
et de pouvoir tester en fait le modèle de comptabilité multicapitaux qui aura été réalisé sous Access. Un bénéfice pour les PME qui ont réalisé cette expérimentation avec nous, ce qu'on a souvent entendu, c'est que c'était vraiment quelque chose qui leur permettait de gagner en cohérence avec leurs valeurs, qui était très attendu, notamment de la part de leurs salariés. On a également, voilà, on a pu voir également grâce à cette expérimentation qu'il y avait quand même un défi pour les PME, qui était la collecte de données et donc voilà, ça a permis d'engager chez eux des réflexions notamment, vis-à-vis de leur, voilà, de leur façon de communiquer avec leurs principaux fournisseurs, par exemple, et de pouvoir commencer à collecter des données, qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de collecter auparavant, pour suivre les indicateurs pertinents pour leur entreprise. Et également, ce qu'on s'est aperçu, c'est que la définition du budget était vraiment, cruciale, puisque c'est vraiment ce qui va définir la performance de l'entreprise et que sa justification et voilà, le fait de choisir le bon budget était très important pour pouvoir, déterminer la bonne performance de l'entreprise. Hem, donc voilà, là je vous ai présenté vraiment, le gros de la méthodologie LIFT Accounting Model. Là je voulais revenir un peu plus sur, la suite des travaux qu'on réalise, au sein de la chaire. Hem, donc on a eu cette première expérimentation au sein de PME cette année. Hem Avec, une première version de la méthodologie, qui a été, développée. Donc là, la suite des travaux, ça va être donc de continuer, les développements méthodologiques, de, et également de lancer, donc il y a une expérimentation, qui est lancée au sein de grands groupes, qui sont mécènes de la chaire. Voilà, pour, changer un peu de taille et puis, voilà, travailler avec eux pour, développer, cette méthodologie de comptabilité multicapitaux. Pour revenir sur les développements de méthodologies qui sont en cours, on a déjà cette dimension économique, qu'on est en cours de réflexion pour savoir comment est-ce que, on peut définir, la performance économique pour que ça puisse bien s'inscrire dans le cadre des limites planétaires et des fondations sociales, et de ne pas simplement, prendre en compte la performance financière, telle qu'elle est calculée aujourd'hui d'une entreprise. Il y a également la partie business model et le périmètre société, qu'on est en train de voir également pour, voilà, bien définir les éléments qui vont être, revus, pour chacune des limites planétaires et des fondations sociales pour prendre en compte vraiment les principaux impacts qu'une entreprise peut avoir et savoir qu'est-ce qui peut vraiment l'aider à repenser son business model. Il y a un troisième point qui est l'aspect qualité de l'information voilà, pour lequel, on souhaite encore, travailler, pour inclure en fait dans le modèle, informatique qui est conçu, cette notion de qualité qui pourrait être transcrite dans les états non financiers, réalisés. Et enfin, il y a également la partie un peu, long terme du stock, de la dette, d'un goodwill éventuel qu'il faut qu'on voilà, sur lequel il faut qu'on s'arrête. Voilà pour, ce qu'on se disait, c'est que au fur et à mesure que l'entreprise va s'endetter, elle va risquer, une faillite environnementale ou sociale. Mais voilà, il faut qu'on définisse un peu plus les conditions de cela. Également donc, ce que je vous disais un peu tout à l'heure, c'est qu'on est en train donc de développer, des outils pour les PME, TPE. En fait, l'idée, c'était de poursuivre un peu l'accompagnement des PME, TPE, de partir de l'expérimentation que j'ai pu réaliser l'année dernière avec les 3 PME pilotes pour aboutir à des outils concrets,
qui pourrait, donc diffuser, cette comptabilité multicapitaux auprès des PME, TPE qui souhaiteraient l'utiliser. Donc on pour cela, en fait, je vais réaliser un certain nombre d'outils, qui sont un guide d'implémentation, une boîte à outils, un logiciel et des formations. En fait, l'objectif de ces outils-là, c'est vraiment de faciliter l'adoption du modèle, pour faire gagner un maximum de temps aux personnes qui sont intéressées, par ce modèle pour l'utiliser. Donc pour cela, je travaille avec, un focus group, qui, a été lancé récemment, qui en fait, qui est composé d'experts comptables et de professionnels, financiers, qui sont intéressés par ce modèle et qui vont pouvoir me faire des retours sur l'utilisation des outils, conçus. Donc le guide d'implémentation, c'est pas la méthodologie, c'est pas les études de cas, c'est vraiment un guide pour permettre, d'accompagner les entreprises dans l'utilisation de cette méthodologie-là. Donc ils vont un peu guider l'entreprise sur comment lancer le projet, comment implémenter, le modèle dans l'entreprise, comment impliquer ses parties prenantes et cetera. À côté de ce guide-là, on va avoir une boîte à outils avec un certain nombre de modèles prêts à l'emploi, donc par exemple de présentation de la méthodologie pour les parties prenantes, de demande d'informations à ses fournisseurs, de suivi, d'informations physiques, et cetera. Donc plein de modèles qui vont pouvoir aider les entreprises à commencer à collecter de nouvelles informations notamment. Également, on a un partenaire informatique qui, va réaliser un logiciel donc basé sur l'expérimentation sous Access, qui va réaliser un logiciel de comptabilité multicapitaux, qui pourra être utilisé donc par ces entreprises-là et bien sûr cette, méthodologie sera conditionnée à, mmh, à la réalisation de formations, qu'on est également en train de préparer. Donc on va avoir des modules de formation pour présenter la méthodologie en détail, voilà et accompagner les entreprises dans l'apprentissage de cette méthodologie. Voilà, donc ça c'est les petits liens, et adresses pour, nous contacter, si vous le souhaitez. Et on va pouvoir passer à, la partie d'échange, et questions-réponses. Merci de votre attention à tous et on va pouvoir reprendre les questions de du chat. Heu, pour cela, alors je vais arrêter mon partage d'écran. C'est bon, vous ne voyez plus mon écran? Alors, j'ai pas pu suivre toutes les questions qui sont passées dans le chat. Je ne sais pas si alors soit tu en as identifié sur lesquelles tu aurais Heu, voulu ou commencer? oui, on a quelques questions sur, les méthodologies d'établissement des bilans. Donc, il y avait une question sur la référence aux Science Based Targets à laquelle, la réponse est venue ensuite. Oui, Donc on utilise bien les Science Based Targets pour ce qui concerne, le budget carbone. Pour les autres dimensions, donc les expérimentations sont en cours, donc on a certaines méthodes, certains enjeux, pardon, ou certaines limites sur lesquelles, au niveau environnemental, on a des pistes de définition de budget qui sont relativement structurées. On a des développements qui sont en cours en ce qui concerne la biodiversité actuellement, qui représente une piste qui serait comparable à ce qui existe sur les Science Based Targets en termes de carbone, donc avec une trajectoire à atteindre et donc un budget qui va diminuant en termes d'impact d'année en année. Pour les autres, les développements sont en cours. On a fait au sein de la chaire, une revue, de littérature l'année dernière sur les différentes méthodes d'allocation. Qui de manière très schématique, repose soit sur une allocation
en fonction du nombre d'individus concernés ou une allocation en fonction de la répartition de la richesse. Et on va étudier différentes pistes. Donc pour l'instant, sur les autres indicateurs environnementaux, on ne peut pas vous communiquer aujourd'hui la règle exacte de définition des budgets. Le budget global que l'on prend en compte est celui qui est défini dans les Planetary Boundaries, donc sur la base des travaux du Centre de la résilience de Stockholm pour les aspects environnementaux. Donc voilà qui répond à la question sur les références liées aux donuts. Pour les limites planétaires, c'est donc les travaux du Centre de la résilience de Stockholm. Pour les planchers sociaux, les travaux sont également en cours pour continuer d'approfondir la définition des limites et nous utilisons des définitions adaptées avec une définition de budget qui vise à respecter le principe suivant, qui est que tout individu devrait être en mesure de répondre à l'ensemble des 12 besoins qui sont spécifiés dans les planchers sociaux. Et donc la définition du budget, dans ces cas-là, repose sur le fait qu'aucun individu, pour l'aspect revenu par exemple, n'est payé en dessous du revenu d'existence ou living wage. Donc voilà pour les exemples de définition. Alors, la différence entre CARE et LIFT, il y a eu des échanges en interne et des réponses qui ont été données. On est sur LIFT, on se concentre très rapidement sur une comptabilité en flux physique, comme vous l'a expliqué Eugénie. La monétarisation ne peut intervenir que dans un second temps et uniquement si elle est jugée nécessaire, ce qui n'est pas toujours le cas. Dans CARE, on a une intégration dans les comptes financiers des dimensions environnementales et sociales au travers des coûts de maintien. Donc on est sur des dynamiques qui sont un petit peu différentes. Ici, on s'intéresse au suivi des dimensions physiques. Dans CARE, on va s'intéresser à la mise en œuvre des actions de maintenance. Voilà, pour répondre rapidement. Après, si vous êtes intéressé par le modèle de CARE, je vous invite à aller chercher des informations sur le domaine qui sont disponibles en ligne. Ensuite, les méthodes utilisées pour passer des unités physiques aux unités monétaires, elles sont en cours de développement. On n'a pas visé une monétarisation dans les expérimentations en cours. L'impact des changements de volume sur les Science-Based Targets en termes de croissance-décroissance, c'est une question de Guillaume Sica. On prend en compte une diminution du volume global absolu. Donc, on ne prend pas en compte le fait qu'il y ait une croissance ou décroissance du chiffre d'affaires. Si on était en indicateur d'intensité, donc par unité de production, à ce moment-là, il y aurait un impact de la croissance et de la décroissance. Mais dans notre cas, on s'intéresse à une croissance absolue ou une décroissance absolue des émissions, plus précisément. Alors, il y a une question de Frédéric Rossi, Eugénie, à laquelle tu veux peut-être répondre. Alors, par rapport aux données et fondations, avez-vous un exemple de dette identifiée lors de la détermination du budget et de l'écriture? Alors, si je réponds correctement à la question, donc dans l'exemple que j'ai donné, l'illustration que j'ai donnée pour le changement climatique, on avait donc une dette qui était générée par des émissions de tonnes de CO2 qui étaient supérieures au budget qui avait été alloué par l'entreprise. Voilà, je ne sais pas si cette question est de 13h30. C'était au début. C'était tout à l'heure. Je ne sais pas si vous pourriez Formuler? oui, Ouais. reformuler si je réponds mal à cette question. Moi, c'est par rapport aux donuts avec les fondations à pas dépasser. Oui. Autant je vois bien pour les limites. Ah,
D'accord, Autant pour les pardon. limites, je vois bien, on constate un stock au départ avec, on va dire une subvention. On voit dans les écritures, on a un stock, une subvention, après on va consommer notre stock et puis en fin de période, bah, parce qu'on a un stock, un reliquat disponible ou à l'inverse, on a peut-être on a trop consommé et Oui, on constate une dette. Mais à l'inverse, moi, c'est un peu au niveau conceptuel, si dès le départ on suppose, qu'on a une fondation, mais je ne sais pas laquelle, hein, peut-être plus sur les capitaux humains qu'environnementaux, qu'on ne souhaite pas, atteindre, pas descendre trop bas. Est-ce que vous avez un exemple de budget que vous auriez dès le départ identifié, de fondation? Et que dans ce cas-là, quel type, voilà, un exemple concret, puis quelles écritures vous avez constatées? OK, alors j'ai mieux compris. Merci d'avoir, repris votre question. Alors par exemple pour, donc l'expérimentation qui a été fait avec les PME, donc il y avait une fondation qui était étudiée qui était le revenu et travail. Pour ce revenu et travail, l'idée en fait, c'est que l'entreprise doit rémunérer, ses salariés pour un salaire décent, donc le living wage et donc en fait, le budget par exemple était déterminé par le nombre de salariés qu'elle avait dans l'entreprise et en fait on venait donc ça c'était l'écriture de budget. Donc on avait une dette, qui correspondait au nombre de salariés qu'elle a, versus un produit, donc qui apparaît versus une charge qui apparaît pour le budget et au fur et à mesure des paiements, de salaires qui sont réalisés dans l'année, on venait voir si le salaire enfin la rémunération, versée aux salariés était bien supérieure au, minimum de salaire décent qui avait été repris d'une base, définie. Hem et en fait, on venait compter le nombre de salariés bien rémunérés au-dessus du salaire décent et donc on allait avoir, par exemple, tous les mois, des écritures qui venaient, comptabiliser un produit, donc du nombre de salariés payés au salaire décent et donc si l'entreprise, elle avait, par exemple, 50 salariés et qu'elle aurait rémunéré que 45 salariés au-dessus du salaire décent, ça veut dire qu'on aurait eu, un total de 5 personnes, qui n'auraient pas été rémunérées au salaire décent et donc un reliquat de dettes non, remboursées durant l'année qui correspond à ces 5 personnes. Je ne sais pas si ça répond à votre question? Si, si, ouais, d'accord, c'est clair. OK, super. Merci. Alors, juste pour revenir sur une première question, le support sera-t-il partagé? Donc la réunion est enregistrée, donc tout sera disponible en replay, sur le site par la suite pour information. Et il y a une question, aussi que l'on avait que je n'avais pas encore traitée. Si vous souhaitez mettre en œuvre globalement auprès de toutes les entreprises, d'après vous, faut-il que toutes les entreprises changent de système comptable ou s'agit-il plutôt d'une surcouche sur le système comptable actuel? Donc, Alors à ce sujet-là, nous, ce dont on est en train de travailler pour, les PME, en fait, l'idéal, ce serait de pouvoir, alors c'est quelque chose qui existe, hein, mais qui est pas forcément, prévu par les éditeurs de logiciels comptables, mais, il est possible de suivre, ces écritures, comptables de manière analytique et avec des informations physiques. C'est pas quelque chose qui est fait, forcément partout, c'est pas quelque chose qui est pas un module qui est utilisé par les entreprises. Donc il y a une première, voilà, une première chose qui pourrait être suivie, dans le système comptable par ce biais-là. Sinon, l'idée, c'est vraiment d'avoir là, pour le projet sur lequel, je suis en train de travailler pour les PME, c'est d'avoir un logiciel à part, donc développé par notre partenaire informatique de comptabilité multicapitaux où on va venir intégrer les informations dont on a besoin pour que la comptabilité puisse se faire. hem et on a une dernière question qui est un peu, associée. C'est dans le cadre de comptabilité anglo-saxonne où les charges par nature ne sont pas directement dans l'ERP, comment relie-t-on la charge à son impact extra-financier? Alors, Là encore. comptabilité anglo-saxonne, je ne maîtrise pas, mais, en fait, pour information, on a testé donc cette expérimentation avec l'entreprise Yever, qui est une entreprise birmane, donc qui avait un plan comptable birman. Donc, en fait,
on l'a fait, donc c'était une comptabilité autre que la comptabilité française qui, je pense, reprend, en partie la comptabilité anglo-saxonne qui est par nature et pour lequel, on a quand même pu réaliser la comptabilité multicapitaux. En fait, c'est dans l'association des numéros de compte aux différentes catégories, et aux différents périmètres que ça va pouvoir se faire. En fait, soit on a un PCG, français et dans ce cas-là, ça va être, selon les typologies de comptes. Sinon, bah, en fait, c'est pour ça que c'est important d'avoir cette première étape d'analyse où on va analyser un peu le plan comptable et savoir où arrivent, les transactions qui ont un impact pour pouvoir faire les catégorisations aux activités, qu'on souhaite suivre. En espérant bien répondre à la question. Alors, j'ai pas suivi toutes les il y a beaucoup de questions. Je sais pas s'il y en a d'autres en amont pour Il lesquelles on n'a pas répondu avant de passer aux dernières. On a des questions sur la fiabilité des budgets, la détermination. Qui détermine le budget? Sur quelle base? Et comment est-il fiabilisé et validé? Alors, donc là, c'est une question extrêmement intéressante. Donc, cette question de budget, elle est prise en charge par des travaux scientifiques au niveau mondial. Il y a eu des travaux académiques également sur des clés de répartition possibles. Pour autant, il n'y a pas encore de consensus politique sur, une clé de répartition, qui serait applicable quel que soit l'enjeu et à toutes les entreprises, partout dans le monde. Donc, l'approche que nous mettons en œuvre est celle de nous appuyer sur des modèles existants qui font l'objet d'un consensus scientifique, mais on ne prétend pas, au travers du modèle, répondre à l'ensemble de ces enjeux-là. Donc, tout ce que l'on peut faire, c'est s'appuyer sur ce qui existe et ce qui est, validé et effectivement, il y a encore des enjeux pour lesquels les questions restent posées. Après, l'une des ambitions, comme vous l'a expliqué, Eugénie, du modèle, c'est de permettre l'action au sein des organisations et heu et donc même avec une définition qui ne fait pas obligatoirement, qui n'est pas obligatoirement parfaite et l'intérêt de l'outil est de permettre aux entreprises de commencer à mettre en œuvre des actions pour réduire, heu, les impacts négatifs éventuels, qu'elles peuvent avoir et leur permettre de se rapprocher de la soutenabilité et donc d'être à l'intérieur du donut autant que possible. Sachant qu'on est dans un processus d'amélioration continue. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Eugénie, par rapport à ça? Non, non, c'est plutôt c'est plutôt clair. Je voyais une question de Thomas Nouvian sur, la dette extra-financière de l'année 2. Je crois pas qu'on y a répondu. Hem, donc, l'idée en fait, c'est de pouvoir justement cumuler la dette d'une année à l'autre pour justement permettre à l'entreprise de se rendre compte, de, bah, des actions qui lui restent à mettre en œuvre ou des actions réalisées qui lui auront permis ou non de limiter la dégradation, de l'environnement ou du social. Et justement, une entreprise qui n'agit pas ou trop peu, va avoir une dette qui va se cumuler et qui pourrait, finalement conduire à une sorte de faillite, environnementale ou sociale. Hem, voilà pour vraiment, enfin, mettre de l'importance à justement au respect en fait de ces limites planétaires et des fondations sociales qui sont importantes si l'entreprise veut, pouvoir assurer sa soutenabilité.
Alors en effet, donc quand on parle de faillite environnementale, c'est en fonction du budget initial. C'est pour ça que donc comme ce qu'on disait juste avant, le budget, on va essayer de voilà, de le faire correspondre à des choses qui font le plus de consensus. Alors la croissance, budget absolu des limites. Alors pour revenir sur cette histoire de croissance, en lien avec le budget qui va être déterminé, l'outil du bilan carbone de l'ADEME propose aussi une détermination d'une trajectoire de réduction des émissions de CO2 en lien avec l'objectif donc des 1,5 degrés par exemple. Et il propose un objectif, une trajectoire en fonction d'un objectif de croissance. Et en fait, le fait de prendre en compte l'objectif de croissance, bah, ça va augmenter en fait la réduction à avoir d'année en année. En fait, on peut avoir des objectifs de croissance, mais voilà, il faut pas dans ce cas-là pouvoir réduire davantage les émissions qui pourront être émises à la base. Il y a une question sur les normes comptables. Je ne sais pas si... Alors, j'ai pas de visibilité sur la question. Pas sur la réponse, à vrai dire. Oui, les normes comptables, bon, on va dire que c'est il y a des réflexions qui existent aujourd'hui de la part de l'autorité des normes comptables notamment et des recherches qui peuvent être réalisées à ce sujet-là. Après, il n'y a pas d'évolution qui est prévue pour l'instant. Il y a des choses qui se font en termes de reporting extra-financier au niveau de l'Europe, mais bon, ça c'est encore autre chose. Donc même chose pour l'uniformisation des méthodes de comptabilité environnementale. Pour l'instant, il y a des choses qui sont faites sur le reporting, mais pas de recherche d'une méthode de comptabilité environnementale unique. Sachant que ça couvre des champs très différents, les méthodes de comptabilité environnementale. Alors, il y a une question concernant le Shift Project. Je ne sais pas si... Donc nous en sommes nous entamons notre 2e année de recherche. La présentation qu'on fait du modèle aujourd'hui, c'est peut-être la première en français de mémoire. Oui. Donc nous, on n'a pas obligatoirement contacté le Shift Project en particulier pour présenter notre modèle. Même si je ne doute pas que qu'il pourrait le trouver intéressant. Après, bon, sauf erreur de ma part, le Shift Project est en lien avec Audencia pour d'autres choses. Donc voilà, forcément, les informations vont ou se sont croisées par ce biais-là. Alors, l'un des comptes intégrés. Alors, on a... Alors, oui, vas-y. Ben, on n'a pas choisi de ne pas aboutir à des comptes intégrés. On a choisi d'avoir un suivi en grandeur physique comme base de la comptabilité, de manière à assurer la traçabilité des informations et la structuration au travers des comptes. L'intégration pourra se faire à partir du moment où on aura une unité de mesure commune pour l'ensemble des enjeux, et ça fait partie des travaux que l'on a à mettre en œuvre. Cette unité commune pourra être monétaire ou pourra ne pas être monétaire. Les 2 sont envisagés. Alors, donc dans l'exemple, on traite une limite et 2 fondations. Donc en effet, dans l'expérimentation, c'est ce qui a été fait.
En fait, ça ne veut pas forcément dire que l'entreprise va choisir les aspects qu'elle veut suivre. C'est que dans un monde idéal, oui, ça serait bien que les entreprises puissent directement réaliser la comptabilité sur toutes les limites et toutes les fondations. Mais malheureusement, ce n'est pas possible d'un coup. Il y a un certain nombre d'informations et de collecte de données à mettre en place. Et donc, c'est pour ça que voilà, on part sur un choix de ce qui va être le plus matériel et le plus intéressant pour l'entreprise. Par exemple, pour les entreprises avec lesquelles on a travaillé, on en avait 2 qui étaient des entreprises de services. Donc, il y avait des limites planétaires de fondation sociale qui étaient peut-être moins pertinentes pour leur secteur. Après, dans l'idéal, c'est quand même que ça puisse être suivi sur l'intégralité des limites et des fondations. Après, en termes de limites planétaires, toutes les limites planétaires n'ont pas encore eu d'indicateur défini au niveau planétaire par le Centre de résilience de Stockholm. Donc, il y a des choses qui ne vont pas forcément pouvoir être possibles de suite. Mais voilà, l'idée, c'est que ça puisse être implémenté au fur et à mesure, que les entreprises puissent commencer à regarder certains aspects qui vont être les plus importants et petit à petit pouvoir suivre l'intégralité des aspects. Alors, En fait, ça apporte rien de plus. Pardon? il y a une question sur les solutions décisionnelles. Je ne sais pas si... Alors, pourriez-vous imaginer ouvrir votre système à des solutions décisionnelles existantes? Je ne suis pas sûre de comprendre la question, en fait. En termes de tableau de bord type Power BI, est-ce que c'est... Je ne sais pas si vous m'entendez quand je parle. Oui. Bien, je précise juste la question. Pour moi, votre module Access, finalement, est un module décisionnel qui vient taper dans une comptabilité. Si on schématise un peu la chose. Donc, on pourrait imaginer que vous ouvriez votre modèle à d'autres solutions décisionnelles pour avoir un impact. Pour avoir excusez-moi, j'ai pas... Un impact plus important. Aujourd'hui, il y a des entreprises, des PME qui utilisent plein de systèmes comptables, type Sage, CJ, 2BP, j'en passe et des meilleurs. D'accord? Si Oui. vous avez un système décisionnel existant qui intègre votre méthode, ça vous permettra d'avoir plus d'impact. Maintenant, vous pourriez aussi dire, bah non, nous, on a travaillé avec un partenaire informatique qui a fait beaucoup d'efforts en R&D pour intégrer tout ça. Pour vous, voilà, comment est-ce que vous voyez la chose? Est-ce que c'est quelque chose d'ouvert? Ou alors, est-ce que vous dites, bah non, c'est trop compliqué finalement, c'est trop impactant? Ou alors vous dites, bah non, on est au début et on ne sait pas. Je dirais comme ça plutôt qu'on est au début et qu'on ne sait pas. Joker. Non, mais après aussi dans le sens où on n'a pas non plus des capacités illimitées et on n'a pas forcément la possibilité de s'associer à toutes les solutions existantes qui sont utilisées par toutes les entreprises. Donc c'est vrai que pour l'instant, on a la chance de pouvoir travailler avec un partenaire informatique qui va nous aider à développer un outil. Ce premier outil, après, qu'est-ce que ça va devenir dans le futur? Voilà, comment ça pourra être adapté avec les autres modèles, on ne sait pas exactement. Ok, merci. Avons-nous des retours d'experts comptables ou d'auditeurs? Alors, en termes d'experts comptables, donc moi, je travaille actuellement avec donc, des experts comptables pour la partie développement d'outils PME. Donc, j'ai déjà eu quelques retours de leur part. Et auditeurs, un peu moins. Bon, c'est pas quelque chose qui intéresse beaucoup encore l'audit. Enfin bon, en tant qu'ancienne auditrice financière, j'ai eu peu d'échanges avec mes anciens collègues à ce sujet-là. Donc, j'ai pas eu l'occasion de discuter avec des auditeurs qui sont intéressés par le modèle. Donc, j'ai pas encore eu de retour d'auditeurs pour cela. Il est l'heure. Il est 14 Alors, heures, est-ce oui. qu'il y a une dernière question peut-être? Alors, Je crois une que fusion des méthodes CARE et LIFT. Alors,
En ce qui concerne la méthodologie CARE, voilà, nous, c'est pas ce sur quoi on travaille et on connaît pas. Enfin, c'est une méthodologie qui est distincte de ce sur quoi on travaille. C'est une intégration qui est différente en comptabilité financière. Voilà, on n'a pas plus d'informations qu'on peut donner par Après, rapport à ça. on a effectivement un objectif commun qui est de permettre aux entreprises d'être soutenables et d'utiliser la comptabilité comme un outil pour permettre aux entreprises d'aller vers plus de soutenabilité. Donc, Voilà, on est complètement alignés sur les objectifs. Voilà. mais c'est fait Après, les différemment. développements, l'avenir nous le dira, mais c'est encore, ce serait encore une autre aventure. Voilà, c'est ça. Bon, bah, j'espère qu'on n'a pas raté de questions importantes, hein. Je pense qu'on a fait le tour. Mais du coup, on va arrêter cette présentation. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn ou par mail ou par le biais du site de la chaire. N'hésitez pas à y faire un tour, à regarder les études de cas, les rapports qu'on a pu publier. Et merci à... Il y aura un replay qui sera qui sera diffusé sur le site de la chaire de ce webinaire. Donc merci à tous pour vos retours, vos questions. Merci pour votre présence. C'était super voilà, de pouvoir échanger avec vous. Et je vous souhaite un très bon après-midi. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Merci. Merci beaucoup, au revoir, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.